Je... donc voilà, on a pu voir les deux filières REP, filière TLC. Normalement, c'est plus clair pour vous tous sur quelles sont vos obligations, à quelle date elles arrivent, à quelle date elles ont déjà commencé et quelle rétroactivité il y a pu y avoir. On sort de ces filières REP, responsabilité élargie du producteur, avec Simon et Julien qui sont là, qui nous ont rejoints de l'Union Sport et Cycle pour parler de la loi AGEC et des autres dispositions qui sont tout aussi importantes et qui vont aussi tous nous impacter. Est-ce que vous m'entendez, Simon, Julien, c'est OK pour vous? Oui, Super. bonjour Boris, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous les deux. Et ben, ce que je vais faire, je vais vous laisser la main. Est-ce qu'il y en a un de vous qui partage son écran? Alors, je pensais que c'était toi qui faisais la présentation, mais on peut le faire Je, si, comme si besoin. elle est dispo de mon côté aussi, c'est comme tu Si, préfères. si tu as la possibilité de le faire, ça m'arrange, mais OK, merci. pas de souci. Du coup, j'en profite peut-être pour me présenter. Je laisserai aussi Simon se présenter. Donc, je suis Julien Aubignat, secrétaire général de l'Union Sport et Cycle, qui est la première organisation professionnelle de la filière du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active. Donc, on fédère quelques 1500 entreprises, 300 marques, 2000 établissements sportifs au sein de l'USC. Euh, voilà. Du coup, je comprends que notre temps est compté, que vous avez déjà 2 heures de visio derrière vous, donc on va se lancer. Effectivement, donc 4 sujets qu'on se propose d'aborder avec vous, deux de mon côté et deux pour Simon. Le premier sujet, c'est celui du décret Triman, que vous connaissez certainement, mais on se proposait du coup de développer un peu les choses. On prévoit bien évidemment à la fin de notre présentation un moment de questions-réponses, hein, bien évidemment. Charline Brie, qui est notre juriste, sera aussi parmi nous pour y répondre. Donc le décret Trima, il a été publié donc, au journal officiel le 30 juin dernier 2021. Hein, donc le décret précis relatif à la signalétique d'information des consommateurs sur les règles de tri, déchets issus des produits mis sur le marché. Donc, le décret fixe une obligation qui s'applique aux producteurs de produits mis sur le marché à destination des ménages et soumis au principe REP à compter du 1er janvier 2022, donc le début du mois. Ce décret prévoit que tout éco-organisme, donc vous venez d'échanger avec eux, hein, Écologique et Refashion, agréé donc à la date du décret, ou producteur qui éventuellement a mis en place un système individuel, transmet sa proposition de signalétique, de tri, dans un délai de 3 mois à compter de la publication du décret au ministère de la Transition écologique. Donc le ministère doit d'abord valider cette proposition de signalétique soumise par l'éco-organisme. Et une fois qu'il est validé, l'éco-organisme publie cette information sur son site internet et en informe les adhérents, donc tous les adhérents de l'éco-organisme, dont vous ferez peut-être partie, à la suite. Donc concrètement, les producteurs qui auront transféré l'obligation de responsabilité à cet éco-organisme appliqueront la signalétique et cette information au plus tard, et ça c'est l'information à retenir, au plus tard 12 mois après la date à laquelle celle-ci est acquise. Et cette information peut également prévoir que les produits fabriqués ou importés avant cette échéance bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks qui n'excède pas 6 mois à compter de celle-ci. Concrètement, les producteurs donc, qui sont soumis à un dispositif de REP pourront remplacer la signalétique et l'information par une autre signalétique si celle-ci est encadrée communément et réglementairement par l'Union européenne ou par un autre État membre de l'Union, dès lors qu'elle présente les mêmes caractéristiques que la première, que celle mise en application. On peut passer à la suite. Concrètement, donc la signalétique qui informe le consommateur que le produit donc, fait l'objet de produits, fait l'objet de règles pardon, de tri, doit être accolée à la signalétique qui précise les modalités de tri ou d'apport de déchets issus du euh, c'est une signalétique qui peut être apposée sur le produit sous forme d'autocollant, typiquement. L'information majeure à retenir là-dessus,
bien évidemment sur la taille du produit en question. Donc ce qu'il faut, c'est le troisième petit item que vous voyez. Donc lorsque la surface du plus grand des côtés, non c'est celui d'avant, la slide d'avant, pardon. Lorsque la surface du plus grand des côtés donc d'un produit ou de son emballage fait moins de 10 cm et qu'aucun autre document n'est fourni avec le produit, eh bien, la signalétique et l'information peuvent figurer sur un support dématérialisé, donc en ligne. En revanche, lorsque la surface du produit en question est comprise entre 10 cm² et 20 cm², seule l'information figurer sur un support dématérialisé, c'est-à-dire que la signalétique, elle, pour le coup, doit nécessairement figurer sur le produit. On peut passer à la slide d'après. Donc, concrètement, qu'est-ce qui est obligatoire depuis le 1er janvier? Donc, ce qui est obligatoire, c'est la signalétique, dite Triman, qui est obligatoire depuis le 1er janvier sur les emballages des produits soumis à REP. L'information donc, doit également être délivrée par voie dématérialisée. Donc, quand on dit la signalétique, c'est ce qui comprend donc, le logo Triman et les informations de tri qui y sont afférentes. Les informations de signalétique de tri sont définies par les éco-organismes et seront publiées sur leur site internet. Autre question aussi que vous pourriez avoir, c'est lorsque l'on dit que les producteurs ont cette obligation sous réserve qu'ils décident de l'appliquer avant cette échéance. Ça, c'est ce que dit le décret. Donc concrètement, la loi AGEC indique l'obligation indique que l'obligation entre en vigueur donc au 1er janvier 2022. Le décret indique pour autant que, à compter de la date à laquelle l'éco-organisme publie son information tri, vous avez un délai supplémentaire de 12 mois pour l'appliquer. Donc en gros, la mention sous réserve qu'il décide de l'appliquer avant cette échéance, ça signifie que vous pouvez l'appliquer avant les 12 mois, mais que ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité. L'obligation, c'est que vous avez le délai supplémentaire de 12 mois pour l'appliquer après son entrée en vigueur. Donc on va donner un exemple, typiquement. L'éco-organisme va publier ses règles de tri le 1er décembre 2021, bon, ce qui n'a pas été forcément le cas. Vous avez un délai de 12 mois. Donc, ça veut dire délai de 12 mois en faveur des entreprises. Donc, ça veut dire que pour la mise en place de la signalétique, vous avez jusqu'au 30 novembre 2022, un an plus tard. Mais vous avez la liberté, avant cette date du 30 novembre 2022, d'apposer la signalétique de tri sur vos produits si vous le souhaitez. Voilà, donc le délai de 12 mois à retenir. Ça, c'est sur l'échéancier. Si on continue la salle d'après sur le contenu et sur la forme de la signalétique. Donc le contenu, d'abord un rappel effectivement que les produits proposés en e-commerce sont également concernés par cette réglementation du décret. Et pour lister les producteurs concernés, est-ce que typiquement on parle uniquement les producteurs nationaux? Est-ce qu'on parle des producteurs qui rentrent sur le marché français? Donc la règle, c'est que la réglementation s'applique à tous les produits mis sur le marché français, peu importe la nationalité du producteur. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc ça c'est sur la forme de la signalétique. Quelles sont les informations qui doivent être incluses dans les informations de triage? Donc le logo et les informations relatives au prix doivent être placés à côté, l'un à côté de l'autre, pardon. Premièrement, les informations et le logo Triman doivent être présents sur le produit pour les informations relatives au produit et sur le packaging pour les informations sur le tri du packaging. Donc en gros, toutes les informations doivent être présentes sur l'emballage, plus sur un support dématérialisé sans distinction. Ça peut prendre la forme d'un sticker ou d'un autocollant, ça c'est ce que je disais au début. Et puis pour rappel, la distinction entre la surface du produit, donc si c'est inférieur à 10 cm², le logo et les informations peuvent être en ligne, si aucun autre document n'est fourni avec le document. Et si elle est comprise entre 10 cm² et 20 cm², le logo doit être
produit, mais les informations de tri, elles peuvent être en ligne. C'est la distinction. Et Julien, une petite, Pour le décret, ouais. pardon, juste une petite question par rapport mince, la slide est passée trop vite. Par rapport, tu différencies le logo Triman et les informations relatives au tri. Les informations relatives au tri, c'est ce dont parlait tout à l'heure Vanessa, c'est l'infotri. On est d'accord que c'est la même Absolument. chose. Super. Ok, non, mais c'est pour juste Exactement. pour être clair par rapport au vocabulaire. Non, non, bien sûr, j'ai pas l'intervention de Vanessa, mais c'est ça. Ok. J'en profite, il y a une autre question dans le chat. Est-ce qu'il y a un marquage différent entre les produits livrés hors France ou marquage Triman possible aussi sur l'ensemble des produits, sachant que Triman est franco-français? Alors, la question, c'est sur les produits qui sont importés depuis l'étranger. Non, qui sont exportés. C'est une entreprise qui fabrique en France, une entreprise française qui exporte, qui met qui met sur le marché une partie en France et une partie sur d'autres marchés. Ouais. Euh, est-ce que tous les produits peuvent être logotés Triman? Alors, est-ce qu'ils peuvent l'être, je pense, est-ce qu'ils ont l'obligation de l'être, si la question, dès lors qu'ils sont pas mis sur le marché en France, mais exportés à l'étranger, je pense pas que le décret Triman ne s'applique à ces produits-là. Alors, je me permets juste d'intervenir Ouais. pour la question. Si c'est un pays, une entreprise pardon, qui est dans un pays étranger et qui distribue à destination de la France, les produits qui sont à destination de la France doivent contenir cette signalétique. J'ai cru comprendre que l'inverse, c'est-à-dire une entreprise Et, française qui exporte des produits à l'étranger. C'est ça? Ou, et si c'est la réponse de l'inverse? Charlie. Ah, si c'est Ouais. l'inverse, si c'est la Si c'est France qui l'inverse, exporte à c'est ce que l'étranger, dit Charlie, non? oui, si c'est l'inverse, si c'est la France qui exporte à l'étranger, par contre, bah, ça dépend de la réglementation qui est applicable dans le pays de destination. Ok. Très clair. Il y a pas, a priori, il n'y a pas d'autres questions sur Triman. Ok, bah, je laisse la main à Simon pour la suite et je reprendrai la parole sur la garantie légale de conformité. Ok, bonjour à tous. Donc moi, c'est Simon Blin. Je suis chargé d'affaires publiques à l'Union Sport et Cycle, mais également référent de la commission développement durable. Donc je m'occupe de toutes ces questions, notamment liées aux filières REP. Voilà, donc je travaille avec Vanessa au quotidien, avec Refashion également, mais je gère aussi toutes les autres questions parallèles, comme l'information sur les qualités et caractéristiques environnementales dont il est question ici, et les pièces détachées dont j'aurai l'occasion de vous parler très rapidement tout à l'heure. Alors, sur ce premier sujet de l'information sur les qualités et caractéristiques environnementales, elles ont été introduites par la loi AGEC de février 2020, notamment à son article 13-1, si vous voulez vous référencer directement au texte. Ces nouvelles caractéristiques, elles devront figurer sur les emballages à partir du 1er janvier 2022. Donc, ça fait 25 jours. Mais les sanctions, par contre, elles n'interviendront pas avant 2023. C'est quelque chose qu'on a obtenu à l'Union Sport et Cycle. Voilà, on disait niveau délai, on est un peu juste, donc les sanctions, ce serait bien de les repousser. On a obtenu ça, donc report à 2023 pour les sanctions, ça vous laisse encore 11 mois pour vous mettre en conformité. De toute façon, l'administration a pris du retard dans l'adoption des décrets d'application puisque on attend toujours ce fameux décret qui est encore en consultation, on va y revenir. Concernant ce décret, il y a eu plusieurs consultations publiques à laquelle, encore une fois, l'Union Sport et Cycle a répondu après consultation de l'ensemble de ses adhérents. On a notamment insisté sur le fait que les modes et méthodes de calcul étaient incomplets, insuffisants. On n'a pas eu de retour à date, donc ce sera un peu la surprise le jour de la sortie du décret. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on peut raisonnablement dire que tout le monde ne sera pas concerné. Cela devrait uniquement toucher les producteurs et importateurs qui déclarent plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le marché national. Alors pourquoi 50 millions d'euros? Ça a été fixé un petit peu au hasard, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, et on n'est pas sûr encore aujourd'hui que ce chiffre sera retenu in fine. Ces 50 millions, ça sera peut-être 75, ça sera peut-être 25, voilà, on ne sait pas encore. Et pour votre bonne information contextuelle encore, le CGDD, c'est-à-dire le Commissariat général au développement durable,
qui est rattaché au ministère de la Transition écologique, nous a indiqué récemment que de nouveaux éléments relatifs à ce projet de décret étaient disponibles, notamment qu'en l'état actuel, au niveau européen, le décret a été notifié à la Commission, tandis qu'au niveau national, les consultations interministérielles ont bien eu lieu. Donc on attend la validation de Matignon pour un passage du texte devant le Conseil d'État très prochainement. Voilà. Et donc, on attend une publication du décret pour mars. Donc, mars, on sera fixé sur tous ces éléments. Par ailleurs, on a été informé également qu'une FAQ sera mise en ligne dans les prochaines semaines suivant la publication du décret. Et donc, cette FAQ aura vocation à interpréter le décret de manière plus pédagogique et à expliquer concrètement comment ces mesures s'appliquent aux entreprises. En tout cas, concernant l'affichage, il devrait être présent soit sur l'emballage, soit par voie dématérialisée. On n'a pas encore, une fois de plus, toutes les précisions à date sur ce que pourrait être cette voie dématérialisée. Cependant, on sait que le fait de l'afficher sur le site Internet est inclus dans cette appellation de voie dématérialisée. Voilà, je vous propose de rentrer un petit peu plus dans le détail des différentes caractéristiques environnementales. La première d'entre elles, c'est l'indice de durabilité, qui est actuellement seulement un indice de réparabilité. Peut-être que vous en avez entendu parler. Ça ne concerne aujourd'hui que les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d'équipements électriques et électroniques. On pense notamment aux tondeuses à gazon, aux ordinateurs, donc ça ne nous concerne pas vraiment. En tout cas, cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné. Comment ça fonctionne aujourd'hui? C'est important de le comprendre parce que vous allez voir, ça va s'élargir prochainement. Les vendeurs informent sans frais le consommateur au moment de l'acte d'achat, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié de l'indice de réparabilité de ces équipements. Voilà. Au 1er janvier 2024, et c'est là que ça va vous concerner, il y aura une transformation de cet indice de réparabilité en indice de durabilité. C'est-à-dire qu'il comprendra les mêmes choses, mais avec de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit. Le projet de décret en définit les modalités d'application selon les catégories d'équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenu pour l'établissement de l'indice. On ne rentre pas dans les détails. Si vous voulez, vous pouvez vous référer directement à ce texte ou attendre la publication du décret pour rentrer dans les détails plus techniques. En tout cas, ne pas respecter ces mesures sera passible d'une amende de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ce qui commence à être conséquent. Le deuxième point, sur l'incorporation de matières recyclées dans le produit. Cette incorporation est mesurée comme la proportion globale en masse de matériaux issus du recyclage. Cette notion doit être portée à la connaissance du consommateur, en tout cas pour les produits qui relèvent de la filière textile, filière des équipements électriques et électroniques encore une fois, mais également pour les articles de sport et loisirs. Cette information, en tout cas, devrait être exprimée sous la forme d'une mention, je cite, « produits comportant au moins X% de matière recyclée ». Voilà, ça c'est important à avoir en tête pour anticiper un petit peu toutes ces choses. Troisième point sur la recyclabilité. Alors la recyclabilité s'entend comme étant la capacité de recyclage effectif des déchets issus de produits identiques ou similaires. Sont concernés ici les articles de sport et loisirs et les produits textiles. Pour vous citer une liste non exhaustive, cette recyclabilité est caractérisée par la capacité à être efficacement collectée sur tout le territoire national, sa capacité à être triée ou encore capacité à être recyclée à l'échelle industrielle cette fois. Là encore, la mention, je cite, « produit recyclable » ou je cite, « emballage recyclable » devrait être apposée. De plus, et ça peut vous intéresser, si le processus de recyclage représente plus de 95% en masse du déchet collecté, alors vous pourrez éventuellement mentionner « produit entièrement recyclable » sur vos produits.
Point suivant, la présence de métaux précieux, de terres rares et de substances dangereuses. Le projet de décret vient préciser que cela doit être communiqué aux consommateurs en cas de présence de ces matériaux précieux ou la présence d'une substance dangereuse. En tout cas, dès lors qu'elle est présente en concentration supérieure à 0,1%, en pourcentage massique dans une substance. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, vous pourrez retrouver tout ça dans le décret final une fois qu'il sera publié. Mais voilà, sachez qu'il y a des seuils de déclenchement de l'obligation. Cette obligation de déclaration de la présence de métaux précieux ne concerne que les équipements électriques et électroniques. Donc, ce n'est pas le cas pour la filière textile et les articles de sport et loisirs. Et puis, la mise à disposition de l'information sur la substance dangereuse, elle doit être réalisée au plus tard 18 mois après la caractérisation en tant que substance dangereuse. Donc là, encore une fois, il y a un petit délai pour se mettre en conformité à bien garder à l'esprit. Avant-dernier point sur la traçabilité. Cette traçabilité est principalement réservée pour le textile. Il est prévu une indication de la zone géographique du pays où s'effectue chacune des opérations lorsqu'elles existent. On pense notamment à la culture ou la production de fibres ou de la matière première, au filage, au tissage, à la teinture, à l'impression, à la confection. Et puis pour les chaussures qui sont inclus dans ce qu'on appelle les textiles. Il faudra mentionner également la production de la matière première, le lieu géographique de la coupe, du montage, de la finition. Ces informations, elles devront être exprimées sous forme de mention pour chaque étape du pays où celles-ci ont été réalisées. Et enfin, dernier point, sur la présence de microfibres plastiques. Donc là, on est pour les produits textiles. Il faudra mentionner la présence de ces microfibres en proportion de masse de fibres synthétiques dans le produit. Je ne rentre pas dans les détails encore une fois. Et sous la mention, je cite, « rejette des microfibres plastiques dans l'environnement lors du lavage ». Voilà. Dernier point, avant de passer à la suite, je notais également que pour les équipements électriques et électroniques, il sera possible de mettre à disposition l'ensemble de ces informations sur une application du type Yuka que vous connaissez déjà sûrement, ou peut-être via un QR code. Voilà, c'est des possibilités mises sur la table. On attend confirmation dans le décret. Et pour conclure, sachez que la mise à disposition de l'information court jusqu'à 2 ans après la mise sur le marché de la dernière unité de produits concernés. Voilà, donc dès la fin de vente de ces produits, il faut quand même laisser à disposition l'ensemble de ces informations pendant 2 ans. Et c'est tout pour les caractéristiques environnementales. Merci Simon. Je rebondis juste tout de suite parce qu'il y a quelques questions. Du coup, on fait chapitre par chapitre, tant qu'à faire. Ça me paraît être plus simple. Encore une fois, sur le périmètre territorial de cette réglementation, c'est bien une réglementation française et l'ensemble des metteurs en marché, qu'ils soient français ou étrangers, sont soumis à cette réglementation-là s'ils mettent des produits sur le marché. Exactement. Oui, c'est ça. Voilà, Charline, je te laisse éventuellement préciser ces détails. Oui, c'est ça. À part oui, il n'y a pas de précision Non, mais supplémentaire. c'est ça, c'est OK. Très bien. Et une question par rapport aux indices, donc notamment à l'indice de durabilité. Aujourd'hui, donc il n'y a pas l'indice de durabilité, c'est qu'un terme, et il n'y a rien qui il y a rien qui est normé. Il y a une question sur comment évaluer justement la durée de vie du produit par rapport à une utilisation et à un environnement qui sont à chaque fois différents. Est-ce que vous avez une réponse par rapport à ça ou pas encore? Non, pas pour le moment, parce que l'indice de durabilité il est soumis à un décret d'application. Et comme c'est pour 2024, le décret d'application n'est même pas encore pour le moment débattu. Donc, on n'a pas d'informations par rapport au calcul de l'indice. Ok, et donc dans l'idée, ça sera un indice de durabilité qui sera normé pour que tous les produits puissent être soumis au même indice en Oui, fonction de leur normalement, oui. catégorie. Ok, Normalement, oui. ok, mais donc pour l'instant, encore très peu d'informations. C'est ça. Ok. Et une dernière question sur la traçabilité.
jusqu'où remonte l'obligation d'information de la traçabilité? Est-ce qu'on remonte jusqu'au fil ou jusqu'à la matière? Je crois que c'est pas précisé dans le projet de décret qui nous a été soumis. Comme Simon l'a dit, je regarde en même temps, mais il me semble que c'est pas précisé. Mais comme Simon l'a dit, il y a pas mal de choses qui sont manquantes sur chaque caractéristique, le mode de calcul, enfin leur mode de définition. Et nous, ce qu'on a demandé, c'est que le décret soit approfondi et qu'on ait plus de détails par rapport à tous ces modes de calcul. On n'a pas eu de retour de leur part, mis à part ce que Simon a dit. Donc, on a eu l'information en début de semaine dernière qu'il allait y avoir une FAQ qui serait publiée, mais dans la foulée de la publication du décret final. Donc là, pour le moment, c'est pas une question à laquelle malheureusement j'ai une réponse. Ok, ça sera sûr. Et du coup, une dernière question qui est arrivée entre-temps, sur la partie, notamment sur la partie, c'est un exemple, je pense, matière recyclée. Est-ce qu'il y a des contrôles par rapport aux déclarations des metteurs en marché pour éviter justement tout ce qui est greenwashing? Et est-ce que le client peut exiger des preuves ou est-ce que la déclaration qui est faite par chaque metteur en marché est contrôlée à un moment donné? Alors, dans le projet de décret, c'est pas indiqué que le consommateur puisse demander une preuve. Après, s'il y a effectivement une demande, je pense qu'à titre commercial, il faut être capable quand même de pouvoir lui répondre. Et au niveau du contrôle entre ce que le fabricant déclare et ce que le distributeur met, euh, en fait, le problème, c'est qu'il faut qu'effectivement ce soit bien ficelé parce que c'est le distributeur qui va avoir la sanction et c'est pas le fabricant, puisque c'est le distributeur qui est soumis au contrôle des GCCRF. S'il y a un contrôle des GCCRF qui s'avère que le fabricant a mal déclaré ce que le distributeur, lui, a répercuté comme information, et que le distributeur est de bonne foi, s'il y a un contrôle, il faut être capable de prouver effectivement sa bonne foi. Mais si c'est une erreur de la part du fabricant ou si c'est du greenwashing de la part du fabricant et que le distributeur est capable de justifier sa bonne foi, pour moi, il ne devrait pas y avoir de sanction sur le distributeur. Ok. Donc, il n'y a pas de contrôle lors de la publication des chiffres. Par contre, lors d'un contrôle de la part de la DGCCRF, là, il retournerait chercher les preuves. Et du coup, si effectivement il y a erreur sur ce qui a été annoncé, Oui. soit le distributeur, soit le fabricant, forcément, en porte la responsabilité. Oui, en fait, c'est ça le plus embêtant, c'est que la DGCRF, quand elle contrôle, c'est en général en magasin, donc c'est le distributeur qui est en première ligne. Après, ils peuvent très bien prendre un produit en magasin et contacter directement le fabricant. Le problème, c'est que quand le fabricant est étranger, la DGCCRF va pas aller contrôler le fabricant étranger en pratique. Mais c'est possible, mais c'est rare. Alors, ok, très clair. Eh ben, il n'y a plus de questions a priori sur ce sujet-là. À moins que ça revienne après, mais si, il y avait une question, pardon, je reviens sur Stream avant de parler sur l'harmonisation. Une question sur l'harmonisation de Triman Europe. Est-ce que c'est quelque chose envisagé ou pas à l'ordre du jour? Ça a coupé de mon côté. C'est l'harmonisation de l'Europe, c'est ça la question? Au niveau européen? L'harmonisation de Triman en Europe. Ah, c'est une question qui est évoquée, enfin, c'est des débats qui sont en cours parce qu'effectivement, la France on a été précurseur dans ce domaine-là. Ce qu'il était convenu à l'époque, mais là, je crois que c'est même pas encore en discussion, c'est qu'il y ait une harmonisation au niveau européen du Triman, mais aussi de l'information consommateur. Dans les dernières discussions, enfin, c'est des informations non officielles, hein, c'était que l'Europe allait se calquer sur ce que la France avait fait, avec évidemment quelques modifications. Donc, il pourra y avoir une harmonisation dans les années à venir, mais aujourd'hui, on n'a pas les tenants et les aboutissants, ni à quelle échéance. Et il est possible que ce ne soit pas non plus calqué exactement. Ok. Ok, très bien. Et du coup, une dernière question de Gérald là, qui est arrivée en cours de route. Je reviens sur sur les qualités et caractéristiques environnementales. Simon, je ne sais plus pour quel sous-item tu as abordé ce sujet, sur la notion de chiffre d'affaires qui était de 50 millions d'euros. Je ne sais plus pour quel item, mais est-ce que c'était seulement pour cet item-là? Est-ce que tu peux nous repréciser ça?
ou est-ce que c'est pour enfin, est-ce que cette obligation, elles sont tous les marchés, je veux dire, ou est-ce qu'il y a des limites de chiffre d'affaires? Ou Charline, pardon, hein, c'est comme. Oui, ça a saccadé. La question, c'est savoir si les 50 millions de Ah, chiffre d'affaires, ça s'applique à toutes les pardon. caractéristiques, c'est ça? Ouais, exactement. Oui, ça s'applique à toutes les caractéristiques. C'est l'obligation sur, enfin, l'information sur les qualités, les caractéristiques environnementales seront soumises à, pour le producteur qui a un chiffre d'affaires de 50 millions ou plus ou moins, du coup, comme le disait Simon. Mais ça sera bien pour toutes les caractéristiques. Ok. Pas d'autres questions. Je vous laisse enchaîner avec la garantie légale de conformité. Oui, donc pour le coup, la garantie légale de conformité, c'est vraiment un sujet que vous connaissez pas. En revanche, il y a une nouveauté. Donc, je ne sais pas si on peut passer du coup à la première slide sur la garantie. Voilà. Il y a une nouveauté la concernant, puisque il y a l'ordonnance de septembre dernier qui a étendu la garantie légale de conformité aux biens qui comportent un contenu ou un service numérique. Donc c'est l'information principale qui est à retenir. Et cette extension est entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Donc peut-être d'abord un rapide retour sur ce qu'est cette garantie légale de conformité et les biens qu'elle concerne. Donc, qui est concerné par la garantie? Donc, c'est dès lors qu'un consommateur s'aperçoit d'une défaillance sur le produit ou sur le bien, il est en droit de demander au vendeur de faire remplacer ou rembourser le produit. Donc, ça concerne bien évidemment les biens mobiliers corporels neufs ou d'occasion. Et c'est une garantie qui couvre à la fois le produit et le bien, mais également l'emballage, les instructions de montage, donc la notice d'installation, et l'installation dès lors que celle-ci a été entreprise par le consommateur. Donc ça, c'est le cadre de la garantie légale de conformité. Mais du coup, comme je le disais, depuis le 1er janvier 2022, il y a des nouveautés qui ont été apportées par l'ordonnance sur les produits numériques. Donc on peut passer à la slide d'après. Donc cette garantie légale de conformité a été élargie aux biens et aux services numériques ou au contenu numérique, comme les applications mobiles, les consoles de jeux, les abonnements à une chaîne numérique, les services de vidéo à la demande, les logiciels qui sont destinés au fonctionnement d'un produit. Donc, plutôt ce dernier point qui est potentiellement vous concerner, les logiciels, les applications destinés au fonctionnement du produit que vous vendez. Donc ça, pour le coup, cette extension est en vigueur depuis le 1er janvier. Et là, pour le coup, cette garantie légale de conformité s'appliquera exactement comme elle s'appliquait jusqu'à aujourd'hui pour les autres biens. Donc, concrètement, pour ce qui est des contrats de fourniture de contenu et de services numériques, la durée de la garantie légale est fixée de la manière suivante. Elle est de 2 ans pour une fourniture unique de contenu numérique, par exemple téléchargement d'un fichier ou l'achat d'un film sur une plateforme, par exemple. Donc là, c'est 2 ans, avec une présomption d'antériorité de défaut fixée à 1 an. Et dans le cas d'un abonnement, et non pas d'un achat unique, c'est la garantie légale fixée en fonction de la durée de l'abonnement dans le cas du service de service continu. Voilà, concrètement, donc, le vendeur a informé le consommateur des mises à jour et des modalités d'installation. Elles concernent notamment la sécurité et qui sont nécessaires au maintien de la conformité du bien. Le vendeur a aussi l'option d'informer le consommateur de la conséquence du refus d'installation de cette mise à jour. Et dans ce cas, il ne devient plus responsable d'un éventuel défaut de conformité si le consommateur final n'a pas installé le produit. Voilà, le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive ces mises à jour au cours d'une période qui ne peut être inférieure à 2 ans. Aussi pour obligation de fournir au consommateur la possibilité de refuser la modification ultérieure des éléments numériques. Donc, par exemple, les améliorations logicielles
qui vont au-delà de ce qui est prévu dans le contrat et de ce qui est nécessaire pour assurer le fonctionnement du hein, c'est-à-dire la sécurité de la maintenance. Donc le consommateur pourra ainsi refuser une modification pour ne pas accroître son empreinte carbone. Un exemple. Un mot maintenant sur la durée de la garantie légale de conformité. On va passer à la suite. Donc la durée de la garantie légale, comme je dis, de 2 ans, peut être étendue à 6 mois supplémentaires lorsqu'une pièce d'un produit est remplacée, réparée. Voilà. Elle démarre le jour de l'achat du produit, donc autrement dit, le jour de la remise du bien ou de la signature de contrat. Le consommateur, lors d'un neuf, il a 2 ans pour faire valoir sa garantie légale de conformité, sans avoir à prouver donc, que le défaut était présent au jour de la vente. Donc en fait, il existe une présomption de défaut de conformité de 2 ans à compter de la délivrance du bien. Dans ce cadre-là, le consommateur n'a pas besoin d'apporter la preuve du défaut du produit durant ce délai de 2 ans. Néanmoins, passé ce délai, la preuve qu'un défaut de conformité existe au jour de la vente sera à la charge du consommateur. Ce sera à lui de rechercher effectivement il y a défaut de conformité. Ça, c'est pour l'achat neuf. Dans le cas de la revente d'un bien d'occasion, la garantie légale de conformité de 12 mois et de 6 mois supplémentaires en cas de revente. Et la présomption d'antériorité du défaut de conformité dans le cadre de cet achat de biens d'occasion est seulement de 6 mois pour le consommateur. Pas de 2 ans en cas d'achat neuf. Donc encore une fois, pendant le délai de présomption, le défaut de conformité, les défauts ou le défaut sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf élément contraire, donc présomption de non-conformité. Alors, par rapport à cette obligation, quels sont les choix qui s'offrent aux consommateurs dès lors qu'il y a un défaut? Le consommateur a la possibilité d'opter donc soit pour la réparation du produit, soit pour son remplacement et qui s'accompagne d'un renouvellement donc de la garantie légale de 6 mois, ou à défaut la réduction du prix ou la résolution du contrat en réponse au préjudice subi. Si le choix du consommateur engendre des frais qui sont manifestement disproportionnés au regard de l'autre modalité, alors le vendeur est tenu de procéder selon la modalité qui lui convient. Sanction en cas de non-respect de garantie légale de conformité, en fait, c'est le troisième choix, c'est-à-dire que si les deux premiers choix s'avèrent impossibles, le consommateur il peut procéder donc à la résolution du contrat ou se faire restituer le prix ou garder le prix et se faire rendre une partie du prix. Concrètement, quand on parle de réduction du prix, comment on la calcule? Donc la réduction du prix, elle est proportionnelle à la différence entre la valeur du bien ou du produit et la valeur de ce bien numérique en l'absence de défaut de conformité. L'application de la mise en conformité donc par le vendeur, elle est de 30 jours. Donc, l'application de la garantie légale de mise en conformité, vous avez 30 jours pour la mettre en place, avec un point de départ de ce délai qui est à compter du jour de la demande de mise en conformité par le consommateur. Donc 30 jours à partir du moment où le consommateur a exprimé sa demande. Voilà pour ce point. D'autres questions aussi sur la charge des frais de retour, installation du bien lorsque la garantie légale de conformité est appliquée. Donc là, lorsque la garantie légale de conformité est appliquée, elle est sans frais pour le consommateur, et au vendeur d'assumer les frais de retour et d'installation. Dernier point donc sur la mention, où est-ce que se trouve donc du coup la mention de cette garantie légale de conformité. C'est
les points principaux à retenir. L'obligation de l'indiquer donc sur les caisses. Aujourd'hui, GCCRF nous a indiqué qu'il y avait un délai de tolérance jusqu'au 1er janvier de cette année. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanction sur ce sujet légal de conformité sur les tickets de caisse jusqu'à cette date-là. Et elle a délimité le périmètre de sport visé par cette garantie. Donc, elle renvoie les spécifications INSEE afin de définir le périmètre des articles de sport qui sont concernés. Et donc, concrètement, ça correspond aux articles de loisirs qui sont concernés par la nouvelle filière REP, à l'exception des vêtements et chaussures, donc c'est-à-dire les textiles. Voilà sur la garantie légale de conformité. Je ne sais pas s'il y avait des questions ou des observations. Il y a une question par rapport à la date de mise en marché par rapport à des notions de stockage. Comment Et donc la ça question, c'est Gérald qui avait noté ça. C'est globalement sur la garantie légale. Alors attendez, je reprends. De toute façon, dans la garantie légale, tous les 2 ans, que tu citais, Julien, au début, c'est à partir de l'achat du produit par le consommateur final. c'est ça. Ok. Ça démarre au jour de l'achat du produit. Gérald, je te laisse préciser quelle était ta question, si on n'y a pas répondu. Non, il n'y avait pas d'autres questions. Donc c'était tout clair, je pense. Ok, très bien. Donc, il nous reste le dernier sujet sur l'obligation de mettre à disposition les pièces détachées d'un produit. Alors, d'où ça nous vient? Petit élément de contexte, ça nous provient déjà de la loi AGEC, encore une fois, de février 2020, dans son article 19. La loi dispose que le consommateur doit être informé de la disponibilité ou non des pièces détachées. On dit souvent que cette loi AGEC a introduit pour le 1er janvier 2022 l'obligation de s'assurer de la disponibilité des pièces détachées des équipements électriques et électroniques. La loi climat, dans son article 30, complète cette liste en y ajoutant d'une part les outils de bricolage et de jardinage motorisés, mais également d'autre part les articles de sport et de loisirs, y compris les vélos, les VAE et autres engins de déplacement personnel motorisés. Pour ces nouveaux produits, cependant, l'obligation n'entrera en vigueur qu'au 1er janvier 2023. Donc, il y a encore un peu de temps. Pour ces articles, il est dit que les fabricants et les importateurs de ces articles de sport, vélo, VAE, assurent la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné, mais également pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. Et cette durée minimale complémentaire ne peut être inférieure à 5 ans. Les modalités d'application, quant à elles seront précisées par décret. On n'a pas encore toutes ces infos et seront précisées notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits, et également les périodes minimales complémentaires qui peuvent varier selon les produits. Quoi qu'il en soit, tout manquement à ces obligations sera passible d'une amende de 15 000 € cette fois pour les personnes physiques et 75 000 pour les personnes morales. De plus, il est dit à l'article 224-113 du Code de la consommation que tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'articles de sport et de loisirs, encore une fois, y compris les vélos et VAE, doit permettre aux consommateurs d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves. Donc, il faut laisser la possibilité de choix
aux consommateurs entre pièces neuves ou pièces d'occasion, notamment issues de l'économie sociale et solidaire. On n'a pas encore tous les détails sur cela, et il y aura encore un décret qui viendra préciser la liste des catégories de produits et de pièces concernées, la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens de cet article, voilà, pour définir quelles sont les limites et où est-ce que c'est économie sociale et solidaire. Ce n'est pas si clair que ça quand on rentre dans les détails techniques. Et ce décret à venir définira également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes, tels que, par exemple, la sécurité des utilisateurs. Donc voilà, toutes les exonérations seront listées. Les modalités d'information du consommateur seront également, quant à elles, fixées par décret. Ça fait beaucoup de décrets à venir, ça fait peu d'infos disponibles, mais c'est bien d'avoir tout ça en tête pour voir où on en est et le chemin qui reste à parcourir. Et en tout cas, en cas de litige, ça on le sait, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations dans le cadre de ses obligations légales. En tout cas, voilà, toutes ces précisions et cette myriade de décrets qui est attendue sont attendus pour la fin juin 2022. On espère qu'il n'y aura pas de retard de l'administration. Rien n'est moins sûr, mais voilà, on a bon espoir. Et en tout cas, l'Union Sport et Cycle sera pleinement mobilisée pour répondre aux consultations publiques liées à tout ça. Enfin, concernant l'information aux consommateurs, je terminerai par là. L'information délivrée par le fabricant ou l'importateur doit porter sur la période pendant laquelle, ou la date jusqu'à laquelle, les pièces détachées indispensables à l'utilisation d'un bien sont disponibles. Cette information doit figurer sur tout document commercial ou sur tout support durable accompagnant la vente de biens meubles. Et enfin, dernier point, cette information est portée à la connaissance du consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion de la vente sur tout support adapté. Elle figure également sur le bon de commande s'il existe ou sur tout autre support durable constatant ou accompagnant cette vente. Voilà pour les pièces détachées. N'hésitez pas s'il y a des questions, malgré le peu d'informations disponibles à date. Merci Simon. Effectivement, ça réagit pas forcément dans notre chat, il n'y a pas forcément de questions. Est-ce que du coup on a fait le tour des sujets? Alors peut-être que ça c'est compliqué effectivement d'avoir des questions parce que c'est encore un peu flou peut-être, il n'y a pas toutes les infos. S'il y a encore des questions, c'est le moment. On se laisse quelques secondes pour récupérer vos questions. Ouais, en tout cas, il nous paraissait pertinent de vous informer sur voilà, cette mise à disposition des pièces détachées, même si l'obligation n'est pas encore en vigueur, étant donné que c'est des choses qui s'anticipent peut-être dans les chaînes de production et que, voilà, étant donné la mise à disponibilité pendant au moins 5 ans après la fin de la vente, voilà, c'est des choses à vraiment avoir en tête en amont. Ouais, tout à fait. Il y a pas du tout. Enfin, je pense que même s'il n'y a pas de questions, c'est super important de partager ces infos-là parce que c'est maintenant que ça s'organise et que ça se prépare. Il y a une question sur les fournisseurs de caisses des marques, du coup, des distributeurs. Est-ce qu'ils sont impliqués sur ces sujets-là? Est-ce qu'ils sont dans la boucle? S'ils sont en consultation publique, c'est ça? Je pense que c'est. Non, je pense pas que ça soit ça. Je pense est-ce qu'ils sont impliqués dans le fait qu'il va y avoir des nouvelles inscriptions obligatoires sur les tickets de caisse, par exemple? Ah, nous, en tout cas, de notre côté, oui, on fait passer pour nos adhérents, donc qui sont aussi bien fabricants que distributeurs, l'information. Après, je sais que les autres fédérations qui sont dans les débats au niveau des consultations publiques, il y a aussi des fédérations, des syndicats qui représentent les fabricants. Donc, techniquement, oui, ils ont le même niveau d'information. Ok. Et une question par rapport au périmètre. Est-ce que justement cette mise à disposition des pièces détachées d'un produit, elle concerne uniquement la filière REP ASL ou quel est son périmètre?
Alors, non, en fait, la loi climat visait déjà les équipements électriques et électroniques, qui est une autre filière. Mais la loi climat vient élargir le nombre de filières concernées. Et dans ces nouvelles filières, il y a notamment les articles de sport et loisirs, donc cette filière ASL, mais il y a également les médicaments, si je ne dis pas de bêtises, et sûrement d'autres que je n'ai pas en tête actuellement. Je regarde en parallèle dans la loi AGEC. Ouais, le matériel médical est également visé. D'ailleurs, le matériel médical, il y a un décret d'application qui est sorti en décembre qui donne des informations sur la mise à disposition des pièces détachées issues de l'ESS, mais ça ne vous concerne pas. Voilà, pour l'instant, j'ai ça en tête. Matériel médicaux, équipements électriques et électroniques et articles de sport et loisirs. Ok. Et ben, si c'est clair pour tout le monde, je vous propose qu'on arrête là. Est-ce que Francesca, de ton côté, c'est OK? Et est-ce qu'on peut du coup remercier Charline, Julien et Simon Oui, je pense pour qu'on leur va intervention? remercier, oui, les intervenants. Merci beaucoup. Ouais. Ouais. Merci à vous, pas de souci. Le PowerPoint a été envoyé à Boris, donc bien évidemment, vous pouvez le diffuser comme vous le Ok. voulez. Et puis, de toute façon, vous l'avez compris, on est dans l'attente de pas mal d'informations sur certains décrets. Donc, c'est des sujets qu'il faudra continuer à suivre dans les jours et les semaines à venir. Ouais, tout à fait. Nous, on fera le lien côté OSV justement pour vous transmettre les infos. En tout cas, merci à vous trois. Merci à vous qui étiez présents pour avoir toutes ces infos. J'espère que vous ressortez pas trop assommés de ce webinaire avec l'ensemble des infos que vous avez eues et aussi des impacts que ça va avoir. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous et on les fera passer. Alors, on mettra les bons contacts dans un mail de récap, mais si vous voulez passer par nous à un moment donné pour qu'on puisse les faire passer, n'hésitez pas. Et puis on reste en contact. On sera là pour aussi vous informer quand il y a des nouvelles. Et Charline, Julien, Simon, on n'hésitera pas aussi à faire ça ensemble. Eh ben, merci beaucoup. Je vous dis bonne fin d'après-midi à tous et à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.